Et voilà, nous entamons déjà le 3e épisode. Après un début de série excellent, il était hors de question pour moi que la série connaisse un ventre mou comme cela a pu être le cas pour The Walking Dead d'Daryl Dixon. Aujourd'hui, c'est au tour de Matthew Negrete, un scénariste impliqué dans d'excellents épisodes, et souvent en tandem avec Scott Gimple, de nous offrir un épisode transitoire remarquable, annonciateur de bonnes choses pour la suite. Contrairement au précédent, l'épisode 3 prend un peu plus le temps. Il vise à approfondir davantage les personnages, nous permettant ainsi de mieux comprendre Rick et Michonne, tout en maintenant une part de mystère avec Bill, Pearl et Jadis. Nous ressentons des tensions au sein de la CRM et l'épisode va jouer sur ces dynamiques. Rick n'est pas à l'aise que sa femme soit impliquée. Pearl est désorientée après sa discussion avec Bill, Jadis doit être extrêmement prudente et Michonne doit agir rapidement, car Rick n'est pas encore prêt à agir. Tout ce petit monde est sous tension, avec de la manipulation, des mensonges, des doutes, et seul le Major Général Bill semble être en accord avec la situation, comme s'il avait le contrôle total. Surtout, avant de nous laisser sur un cliffhanger des plus surprenants, nous apprenons que la CRM s'étend sur la côte ouest, à la base de Cascadia, un site qui réunira tous les grands noms de la CRM. Il se passe donc des choses, et l'épisode s'offrira même le luxe de répondre à des questions que nous attendions, comme l'histoire de Jadis et Rick après le 9x5, ou bien les fameux dessins sur les téléphones. Il y a pas mal de choses à dire, donc n'oubliez pas le petit pouce bleu ou de vous abonner si la chaîne vous intéresse, et nous sommes partis pour l'analyse de l'épisode 3. My wife, my daughter is my choice. It's been so long. Do you want to kill or do you want to die? Look in my eyes, sir. You tell me. We both ready. One. L'épisode débute en nous replaçant dans le passé, avec un quelques années auparavant. Une approche qui s'avère plus judicieuse, surtout compte tenu de l'erreur déjà commise dans la chronologie. En évitant de fournir trop d'indications, on minimise le risque de confusion. Les consignataires sont ainsi lâchés dans la Civic République. Ce qui semble être un chef leur demande d'observer la ville et de revenir à 17 h. La stratégie est simple. En laissant les consignataires découvrir la cité, on renforce leur motivation à risquer leur vie pour y accéder. Accepter des missions difficiles devient plus facile, en considérant le paradis que représente cette ville. La carotte pour faire avancer l'âne. Nous découvrons Rick en train d'explorer Philadelphie, où l'ampleur de la Civic République se dévoile, avec ses nombreux édifices, ses rues bondées de monde et ses commerces. C'est clairement un lieu paradisiaque. Jadis l'interpelle alors, confirmant ce que nous soupçonnions déjà. Elle explique qu'elle connaît la CRM depuis longtemps, à l'époque où elle avait encore une famille. Ils ont conclu un marché en échange de ressources. Jadis devait leur fournir des âmes perdues, qu'ils soient une menace ou non, les A et les B. Il est évident que Jadis est beaucoup plus à l'aise que Rick. Elle n'a plus de famille à l'extérieur, même si elle apprécie les habitants d'Alexandria. La perte des siens a constitué un énorme traumatisme pour elle. Rick en veut à Jadis de l'avoir amenée dans un endroit dont il ne peut s'échapper. Cependant, elle explique qu'elle l'a sauvé, en affirmant à la CRM qu'il était un B, car elle lui devait bien cela par rapport à ce qu'il a fait pour elle après la guerre contre Negan. Rick comprend alors qu'elle n'est pas consignataire grâce à lui, qu'il était sa monnaie d'échange. Jadis explique que la CRM a des plans pour les 500 prochaines années, qu'ici ils peuvent recréer le monde, voire même l'améliorer. Elle tente de le convaincre que l'avenir est ici. Cependant, Rick n'est pas de cet avis. Encore une fois, il était très important de montrer l'étendue de la Civic République, et la série le réussit très bien. Il y a des plans larges, d'excellents fonds verts, de la vie, il est donc très facile pour nous de croire en cette immense communauté. Plus tard, Rick s'entretient avec Pearl, profondément affecté par la nouvelle concernant la mort d'Okafor. Ce dernier avait une grande importance pour elle, l'ayant sauvé et lui ayant donné un but au sein de cette organisation, où elle ne se sentait pas très à l'aise. Rick lui révèle qu'une femme l'a sauvée, une personne de statut A, mais il ne souhaite pas qu'il la renvoie. Il lui demande de plaider en sa faveur pour Okafor. Ce passage souligne l'idée intéressante selon laquelle Okafor demeure toujours présent dans l'histoire,
son impact sur les personnages étant significatif. Il a guidé leur chemin, les a protégés, et l'appréciation des personnages à son égard est palpable. Cependant, Rick se trouve dans une situation délicate, le retour de Michonne ayant perturbé ses plans. Il doit maintenant jongler entre la protection de Michonne et la poursuite de la mission d'Okafor. Nous revenons au présent où Rick évoque le fait qu'il tuera Jadis, mais pas immédiatement, faisant ainsi écho à ce qu'il avait dit à Negan. Jadis confirme les liens qui unissent Michonne, Rick et elle, promettant de les traquer s'il tente quelque chose. Elle a même constitué un dossier sur Rick, au cas où elle viendrait à disparaître. Jadis se voit contrainte de menacer Rick, car elle a compris que la présence de Michonne pourrait leur permettre de s'échapper ensemble. Michonne est désormais consignataire, plongée dans un monde inconnu. Elle se pose énormément de questions sur cette nouvelle communauté. Après s'être débarrassée des rôdeurs, qui n'étaient pas complètement morts, on réalise que Michonne a du mal à rester discrète. Elle ne se rend pas compte de la gravité de la situation. Un détail intéressant est lorsque les rôdeurs dépassent la zone, ou que les consignataires se mettent en danger, ils doivent revenir pour un bilan de santé et faire un rapport d'incident, ajoutant ainsi du réalisme au protocole très sécurisé de la CRM. Ensuite, nous assisterons aux funérailles d'Okafor. Bill rappelle à tous ce qu'il a dû faire pour sauver la ville. Il évoque ensuite une épée, qui a énormément d'importance pour lui, qui est censée être de base au musée de la Révolution américaine. Il l'a trouvée à la bataille de Fiddler Square, où elle lui aurait sauvé la vie. Il s'agit de l'épée du général Hugh Mercer, un homme qui a combattu de plusieurs côtés. Il établit ainsi un lien entre lui et Donald Okafor. Après cela, Pearl expliquera plus en détail comment Okafor l'a trouvé, semblant être un mirage descendant du ciel. Après avoir tenté de le tuer, il n'a pas tiré, et l'homme qui a tout changé pour elle est maintenant décédé. Le Major débarque alors. Malgré le potentiel vu par Okafor concernant Rick et Pearl, de son côté, le Major ne partage pas le même point de vue. Il confirme que, malgré tout, il voit Rick comme un poison et un remède à la fois, et qu'il n'est toujours pas convaincu par lui. Il lui remet un livre qu'il avait également donné à Okafor il y a longtemps. Un livre de Yagu Munenori, si je dis bien. Un ancien gouverneur de province issu de la classe militaire du Japon. Ensuite, le Major aura une conversation privée avec Pearl, une discussion que nous ne verrons pas, mais qui aura un impact sur la suite de l'histoire. Pearl se rend ensuite dans les quartiers du Rick, lui expliquant qu'elle est désormais le sergent-major en chef. Une promotion que Bill lui a accordée. Selon elle, il lui a fait un briefing complet, le briefing des échelons. Elle pensait qu'il aurait fallu des années pour y arriver. Elle demande alors à Rick de prendre en charge la logistique, car ils accélèrent le calendrier concernant leur nouvelle base à Cascadia. Bill prévoit que tous les commandants seront présents pour l'ouverture, incluant tous les dirigeants de la CRM. Il aurait également posé des questions sur Michonne, ou du moins sur Dana, la mettant sur son radar malgré les 17 000 consignataires. Pearl monte en grade, mais elle craint que Rick et Dana puissent compromettre ses plans. Pour moi, il est évident que le Major Général Bill a un plan derrière la tête. Pourquoi donner un autre grade à Pearl, la faisant grimper dans la hiérarchie, en sachant pertinemment qu'il se doutait que Okafor complotait dans son dos? Il est impossible de savoir ce que le général Bill prévoit réellement, mais à mes yeux, c'est lui qui a plusieurs trains d'avance. Sachant que Michonne est en danger, Rick organise un plan d'évasion pour elle sans la prévenir qu'il ne sera pas impliqué. Lorsqu'elle suit le plan et arrive sur les lieux, Michonne découvre une lettre de Rick lui expliquant qu'elle doit partir seule, car c'est la seule façon pour elle de retrouver Judith. Rick cherche à la protéger. J'aimerais aussi signaler la beauté des décors, malgré qu'on soit sur quelque chose de très classique. Entre une bouche de métro, un champ abandonné, l'étalonnage, la colorimétrie permet de créer une vraie ambiance. Pensant que Michonne est partie, Jadis et Rick entament une discussion. Rick explique à Jadis que Michonne est définitivement partie, et qu'il faut faire croire à sa mort. S'engage alors un jeu du chat et de la souris, et Rick souligne qu'il ne la tuera pas, car les gens sont une ressource. Il décrit comment Michonne est censée être morte, et demande à Jadis, sans lui poser directement la question, de confirmer sa mort. Jadis accepte de faire en sorte que son plan réussisse, mais elle met Rick en garde contre toute erreur. Au-delà de ça, Jadis comprend bien que Rick agit pour elle, mais elle se demande s'il n'y a pas d'autres raisons qui le retiennent à la CRM. Passage très important pour nous montrer que Jadis, elle aussi, va à l'encontre du protocole de la CRM. Il est ensuite appelé par Pearl qui lui montre que Michonne est toujours là, et qu'elle se bat férocement pour extérioriser la colère qu'elle éprouve envers Rick. Ils se retrouveront plus tard tous les deux, où il explique que Okafor l'a maintenu en vie
pendant des années en le protégeant. Il estime qu'il faut quelqu'un à l'intérieur pour pouvoir quitter la CRM. C'est donc ce qu'il a fait pour Michonne. Cependant, son sourire lui fait comprendre que rien ne pourra l'arrêter. Comme pour Rick, elle pourra visiter Philadelphie, expliquant à la petite Judith qu'elle aurait pu quitter la CRM, mais elle comprend que Rick ait été charmé par l'endroit. Elle découvre alors un artiste qui dessine sur des écrans cathodiques et des téléphones. Il y a un petit caméo de Scott Gimple juste ici, et là, nous pouvons y voir Laurie. Le monsieur explique que Rick est venu plusieurs fois lui demander de dessiner des gens, mais qu'il n'arrivait pas à dessiner un jeune garçon. Michonne lui dira que ce jeune garçon était Carl. Rick a mis 3 ans avant de lui donner des noms. Il comprend alors que c'est Michonne, et parle de la petite fille nommée Judith. Rick voulait les dessins en attendant de pouvoir les retrouver. Michonne est rassurée par cette idée. Il a espéré la revoir, et maintenant c'est elle qui essaie de le retrouver. Sur ces images, nous pouvons y voir Glenn, Laurie, peut-être Shane ou même Andrea tout à gauche. Herschel, pourquoi pas au-dessus de Shane, mais c'est très difficile à dire. J'aime énormément ce passage pour la simple et bonne raison qu'il est subtil et très doux, et permet à Michonne de comprendre que Rick ne les a jamais abandonnés. C'est rassurant pour elle, et elle comprend enfin un peu mieux ses actions. Pearl se présentera à Michonne, lui demandant comment elle s'est sentie en ville. Michonne fait comprendre à Rick qu'elle est au courant pour les dessins. Elle lui demande ensuite de venir avec eux. Ils se retrouveront au même endroit que Okafor avait choisi pour les préparer. Va alors s'en suivre un dialogue tendu de la part de Pearl. Elle explique que Rick est maintenant de sa famille, sa seule famille. Pearl demande à Dana qui elle est vraiment, comme si Pearl se doutait que quelque chose n'était pas net. Elle insiste pour savoir pourquoi elle a sauvé Rick. Mais les excuses de Michonne n'ont pas vraiment l'air de fonctionner. Du moins, c'est un avis personnel. Elle lui explique qu'elle est en vie grâce à elle. C'est une A, une meneuse, et Pearl fait en sorte de la protéger comme Okafor a fait avec elle. Pearl demande alors si Michonne veut être au courant de tout ce qui se passe, et attrape le manche de son couteau dans son dos, tandis que Rick dégaine son arme de peur qu'il arrive quelque chose à Michonne. Elle acceptera ensuite Michonne pour l'opération Cascadia. Rick lui fait comprendre qu'elle s'en est bien sortie, mais elle n'est pas Okafor. Elle lui demande même pourquoi il a sorti son arme de poing. Pearl doute de ses capacités, mais aussi de Michonne qui pourrait contrecarrer ses plans. Cependant, nous ne retrouvons plus le côté déterminé de Pearl, comme si ce que lui avait dit le Major l'avait secoué. Ils se rendent donc maintenant à Cascadia, où ils ont transformé une université en centre de commandement. Pearl confirme que seuls les soldats qui ont vu l'endroit sont les frontaliers, Rick et elle. Les frontaliers sont une force d'opération d'élite du Major Général Bill, identifiable par les bandes rouges qu'ils portent sur leur uniforme. La mission est simple, il y a une brèche dans le périmètre, et 200 rôdeurs se dirigent vers la zone sécurisée. Il faut donc, de manière grossière, s'en débarrasser. Ils sont maintenant à quelques jours du sommet, réunissant tous les hauts gradés de la Civic République. Pearl supervise l'opération, mais la situation sur les lieux est compliquée. Elle ne veut pas que Michonne s'approche, mais Michonne, sans avoir reçu d'ordre, se dirige vers le char et le pousse à l'endroit indiqué avec Rick, montrant qu'à deux, rien ne peut les arrêter. Très énervé par la situation et comprenant que Michonne pourrait être un problème, Pearl tente alors de la mettre en joue, mais Rick s'interpose. Une scène qui montre que Pearl serait prêt à tuer pour pouvoir accomplir sa mission. Après l'opération, elle est en colère, car Michonne a enfreint le protocole, tout comme Rick. Il est essentiel de suivre les ordres, sinon tout peut s'écrouler. Pearl regrette d'avoir eu confiance en Michonne et ne veut plus la voir. Elle explique également que le Major veut le voir, car lui aussi, Rick va être promu. Rick croise ensuite Jadis, qui lui dit que sa base est ici, faisant exprès d'être vu devant Michonne pour les déstabiliser. Rick s'énervera contre Michonne afin de la convaincre de changer d'avis et de quitter définitivement l'endroit. Cependant, cela ne fonctionne pas, car Michonne ne laissera pas tomber Rick. Rick tentera même d'hausser le ton avec elle pour la protéger, mais le sourire de Michonne veut tout dire, elle ne va jamais l'abandonner. Prenant l'hélicoptère pour rentrer à la base, Michonne, contre toute attente, se jette avec Rick hors de l'hélicoptère, tentant ainsi le tout pour sortir de la CRM. Ainsi se termine l'épisode. Et même si la scène reste assez surprenante, j'apprécie le côté extrêmement poétique de la situation. Deux êtres qui s'aiment plongent ensemble dans l'inconnu, dans le néant. Cette poésie est présente de manière récurrente dans les dialogues entre Rick et Michonne, et même dans leurs actions. L'histoire d'amour épique qui nous a été promise est réellement bien présente. L'épisode, bien que transitoire, n'oublie pas qu'il a des choses à raconter, et même à mettre en place. Entre une Pearl qui a changé en l'espace de quelques jours à cause d'une conversation avec le Major, Jadis qui doit jouer sur 2 tableaux, et maintenant Rick et Michonne en cavale, il est très compliqué de savoir où l'on va.
Car oui, il est impossible de retourner à Alexandria. Sinon, c'est la mort assurée pour nos héros présents là-bas. Pour revenir un peu sur l'épisode, j'apprécie aussi le travail autour des personnages qui permet de mieux les comprendre. Nous percevons que Rick est perdu entre la protection de Michonne et la mission d'Okafor. Michonne, quant à elle, doit s'adapter à cette nouvelle vie, tout en essayant de faire sortir Rick d'ici. Elle est un peu comme lui lorsqu'il est arrivé, cherchant à s'enfuir et ne comprenant pas la gravité de la situation. L'épisode 3 constitue un pivot crucial dans le développement de l'intrigue de The One Who Live. Tout en étant transitoire, il offre une pause nécessaire pour explorer plus en profondeur les personnages. La tension au sein de la CRM devient palpable, avec des manipulations, des mensonges et des doutes qui s'intensifient. Les relations entre les protagonistes, comme celle entre Rick et Pearl, évoluent de manière complexe, laissant même croire à un futur conflit. Les enjeux se renforcent avec l'approche du sommet, réunissant les hauts gradés de la Civic République. L'épisode offre alors un équilibre entre le développement des personnages, les révélations sur la CRM et des moments d'action. Et j'apprécie énormément la complexité du personnage de Pearl jusqu'à présent. Une femme qui se bat pour une idéologie qui n'était pas la sienne au départ, mais Okafor lui a donné un but. Avec le temps, elle a tissé des liens avec Rick, et je suis persuadé qu'elle a compris que Dana était la personne que Rick voulait rejoindre. Michonne peut contrecarrer ses plans, le Major Bill l'a promue, elle a donc une sacrée pression. Elle a besoin de Rick dans ce combat, car c'est la seule famille qui lui reste. On arrive donc à ressentir toute la complexité des personnages. Ainsi, The One Who Live continue de tisser une intrigue complexe, mêlant mystère, drame et romance, laissant les téléspectateurs impatients de découvrir la suite de cette aventure épique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, portez-vous bien et à bientôt.